Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du suivi de grossesse au Japon. Dans la première vidéo, je vous ai partagé comment j'ai découvert ma grossesse et les bases de ce suivi. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails. Je vais vous parler des démarches à faire auprès de la mairie, le carnet de maternité, les aides financières locales. Alors on va commencer par ça et ensuite je vous raconterai comment s'est passé mes échographies, la mise en place de mon birth plan, mon inscription à la clinique, la péridurale, tout ce que j'aurais aimé savoir avant. Allez, c'est parti! Une fois que vous êtes allé à l'hôpital et que le médecin a validé votre grossesse, il vous donne un papier avec la date de terme qu'il a estimée et à combien exactement vous en êtes. Avec ce papier, vous devez aller à la mairie. Je vous recommande, si vous êtes au Japon et que votre situation est celle-ci, quand vous allez à la mairie pour justement déclarer votre grossesse, prenez avec vous votre livret de compte. Au Japon, on a, en plus de la carte bancaire, une sorte de petit livret que si on rentre dans les machines, en fait, toutes les transactions apparaissent. Il est préférable de l'emmener avec vous à la mairie. Je suis du genre à être, il vaut mieux avoir plus avec soi que pas assez. En l'occurrence, vous en aurez besoin. À Ikoma, l'endroit où on enregistre les grossesses n'est pas dans les mairies même, c'est une annexe qui est juste à côté. Vous y allez, vous donnez le papier justement que le médecin vous a fourni et là on vous donne un carnet de santé que vous devez absolument garder avec vous tout le temps. Pourquoi? Parce que votre médecin va écrire dans ce carnet là où vous en êtes sur votre grossesse, tout ce qu'il y a à savoir, s'il a noté des anomalies, des complications ou rien du tout même, ce qui est encore mieux. Mais si jamais par exemple vous êtes dans une autre ville, moi par exemple, l'hôtel où je travaille est sur Osaka. Je prends donc différents transports pour m'y rendre. Admettons que sur le chemin j'ai un malaise ou un accident, tout et n'importe quoi, on va m'emmener à l'hôpital le plus proche de l'endroit où ça s'est produit. En ayant ce carnet sur moi, on sait donc que je suis enceinte et ça permet au médecin qui m'examine de voir où j'en suis et de voir s'il y a le moindre souci établi par mon médecin, enfin le médecin qui me suit. Donc vraiment, il faut l'avoir tout le temps sur soi, ce carnet. Il faut l'avoir même bien après puisque dans ce carnet, il y a aussi une partie pour l'enfant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voici à quoi ressemble le carnet de santé pour la ville d'Ikoma. Donc les premières pages, c'est les informations à remplir sur la mère et le père. Vous avez ensuite une partie que vous pouvez remplir sur ce qui se passe. Là, c'est donc la partie sur la grossesse où le médecin va marquer le nombre de semaines où vous en êtes, le poids. Là, vous avez la partie sur l'accouchement. Et voilà, la partie pour bébé, donc avec les rendez-vous suivis, où pareil, le médecin va marquer son poids, sa taille. Donc, vous avez plusieurs papiers. Et là, vous avez la partie donc pour les vaccins, justement, où le médecin va noter tous les vaccins qui ont été faits. Vous avez la partie aussi avec pour la taille, voilà. Donc c'est un carnet assez complet. Donc quand vous allez à la mairie, vous récupérez ce carnet. Ensuite, vous récupérez bien d'autres choses. Vous récupérez ceci. Il y a écrit Onakani akachan ga imasu. Ça veut dire littéralement dans le ventre il y a un bébé. Vous accrochez ça à votre sac et c'est très pratique en début de grossesse parce que ça ne se voit pas, vous n'avez pas encore le ventre arrondi ou tous les autres symptômes visuels, on va dire, d'une grossesse. Le fait d'avoir ça sur son sac indique aux personnes autour de vous donc que vous êtes enceinte. Donc par exemple, dans le bus ou le train, les personnes vont avoir plus tendance à vous laisser leur place. De ce petit tag que vous pouvez accrocher sur votre sac, il y a différents modèles. Par exemple, moi j'ai reçu celui-ci dans un magasin qui s'appelle Akachan Honpo, qui vend tout ce qui concerne la maternité, mais aussi voilà, les affaires pour bébé, enfants, voilà. Donc celui-là m'a été offert.
Celui de la mairie est gratuit aussi. Après, vous avez par exemple, moi je l'avais acheté sur Amazon dès que j'ai découvert que j'étais enceinte pour voilà, être sûre dans le train et le bus. Ce modèle-ci aussi qui est un peu plus gros et donc un peu plus visible. Vous avez un petit clip aussi. Enfin, voilà, vous avez vraiment différents modèles. Je sais qu'il en existe en bois aussi. Donc vraiment, il y a différents modèles. Le message est toujours le même. C'est pour dire qu'il y a un bébé dans le ventre et donc permettre aux personnes autour de vous de se rendre compte, même quand ça ne se voit pas, que vous êtes enceinte. Alors pourquoi vous avez besoin de votre livret bancaire? Eh bien quand vous recevez donc le Boshi Techo, donc c'est le carnet que je vous ai montré précédemment, on vous demande de remplir un papier avec vos informations bancaires. En tout cas moi, à Icoma, ça s'est passé comme ça. Pourquoi? Eh bien parce que la ville vous donne 5 man pour vous féliciter de la grossesse. Vous recevrez 5 man une fois la naissance du bébé pour vous féliciter de votre accouchement. Ce montant, cette aide si on peut dire, est spécifique à chaque ville. Donc ce n'est pas parce que moi à Icoma j'ai reçu donc au total 10 man que vous êtes dans une autre ville, vous allez recevoir exactement pareil. Donc renseignez-vous sur la ville où vous êtes pour savoir les aides qui sont proposées. Ensuite, vous avez des papiers, par exemple, à remplir sur la personne à contacter en cas d'urgence. Que ce soit l'hôpital ou la mairie, on vous demandera toujours voilà, les personnes à contacter, vous avez moins de soucis. Ensuite, on vous donne un calendrier pour vous dire à peu près comment ça va se passer, votre grossesse, et les différents séminaires qui sont mis en place pendant cette période. Il y en a aussi pour le papa, il y en a juste pour la maman, il y en a pour les deux. Après, il faut s'inscrire sur internet, vous y participez pas, c'est complètement libre de choix. Moi, je n'en ai fait aucun. Vous en avez certains, c'est pour, par exemple, apprendre à changer la couche. Après, je sais que vous en avez, par exemple, sur l'allaitement. J'aurais pu, mais je remercie une de mes amies qui, elle, a fait un allaitement et qui a répondu à énormément de mes questions. Elle m'a aussi envoyé beaucoup de livres pour m'aider un peu voilà, dans mes recherches. On vous donne vraiment beaucoup de papiers sur, par exemple, vous avez un petit livret avec les aliments que vous avez le droit de manger, qu'il est déconseillé de manger pendant la grossesse. On vous donne aussi un numéro à appeler si jamais vous vous sentez pas très bien mentalement, ou enfin voilà, vous avez un petit coup de blues. Donc vraiment, il y a énormément de paperasse. Sachez que, alors vraiment, je reprécise, je parle de moi, mon suivi de grossesse à Icoma, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, pour ceux qui l'ont regardé. Les youtubeurs qui font leurs vidéos de suivi de grossesse, elles datent d'il y a quelques années, mais elles c'était à Tokyo. On n'est pas dans la même région, mon suivi a été complètement différent de ce qui est raconté dans leurs vidéos, mais chaque ville a aussi, comme je vous l'ai dit pour les aides, ses propres aides, règles on va dire, et je suppose que les maternités aussi. Dans les papiers que l'on m'a donnés, même à l'hôtel où je travaille, quand j'ai dit au RH donc, que j'étais enceinte, tout de suite l'une d'elles m'a donné plein de papiers aussi sur les aides, comment y avoir accès, le programme. Par exemple moi, pour l'hôtel où je travaille, puisque je ne sais pas pour les autres, mais moi dans ma situation, le congé maternité commence 6 semaines avant la date d'accouchement. C'est pour ça que même quand vous travaillez, on vous demande le papier du médecin avec la date de terme, puisque tout est calculé par rapport à cette date, même si tout le monde sait qu'un bébé, il vient quand il veut. Mais voilà, donc c'est 6 semaines avant votre date de terme et 8 semaines après pour le congé maternité. Une fois les 8 semaines terminées, c'est le congé parental qui commence. En l'occurrence, moi pour la boîte où je suis, c'est jusqu'à la veille de l'anniversaire des 1 an de mon fils. Si je n'ai pas d'endroit pour le faire garder, je peux y prolonger 2 fois 6 mois. En gros, le congé parental, peut aller jusqu'à 2 ans. C'est tout. Ça peut être court. Honnêtement, mon fils sera
1 an fin octobre. Il aura 6 mois le 25 avril. Le temps passe beaucoup trop vite et je vous avoue ne pas être prête à reprendre le travail tout de suite en tout cas. Mais pour revenir donc aux règles, moi par rapport à ce que l'hôtel où je travaille m'a donné, il y a un papier par rapport à l'assurance où en fonction de votre assurance, il couvre 48 et 50 semaines. Si ça dépasse, vous payez le surplus. Si c'est moins, en fait, on vous reverse cette somme. Mais là encore, il y a 2 possibilités. Soit vous faites le choix de payer d'abord tout par vous-même et l'assurance vous rembourse, ou alors l'hôpital fait directement les démarches avec l'assurance et vous n'avez rien à payer. Moi, en l'occurrence, je n'ai jamais rien payé, sauf pour les médicaments, puisque les médicaments ne sont pas pris en charge. On vous donne à la mairie aussi ce petit carnet avec les tickets, justement, qui vont être pris par le médecin à chaque rendez-vous. Pendant ma grossesse, j'ai eu 3 ou 4 prises de sang au total. Vous avez pour le diabète gestationnel, l'anémie, le VIH, l'hépatite. Tous les tests sont très bien organisés. Ça reste quand même très administratif, mais vous êtes quand même bien guidé. À chaque fois, le médecin vous dira au prochain rendez-vous, vous aurez ça comme examen supplémentaire. Donc venez par exemple 1 heure avant pour faire la prise de sang. J'ai jamais eu besoin d'être à jeun pour les prises de sang. Après, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, l'examen suit toujours la même routine: test d'urine, prise de tension, prise de poids, échographie, rendez-vous avec le médecin. Les échographies. J'ai eu des échographies à chaque rendez-vous et je n'ai jamais eu à payer pour les récupérer. Certaines des échos ont même été faits en 3D. C'est la première fois que j'ai envoyé, c'est spécial quand même. Personnellement, j'ai gardé toutes ces échographies que j'ai mis dans un album où j'ai moi-même noté combien de semaines j'en étais. Sachez que vous êtes au Japon, différentes applis, dont une qui s'appelle Echo en katakana, et vous prenez en photo en fait votre échographie. Elle y enregistre et les données automatiquement aussi de combien de semaines c'est. Ça vous permet de les garder dans votre téléphone et de les réimprimer, puisqu'il arrive malheureusement que le papier de l'échographie, et bien avec le temps, devienne tout blanc. Je sais que dans d'autres villes, apparemment les échographies peuvent être payantes, encore plus si c'est de la 3D. Moi vraiment, à l'hôpital central, donc l'hôpital de ville d'Ikoma, on ne m'a jamais demandé de payer une échographie. Je n'ai jamais été seule à un seul de mes rendez-vous à l'hôpital. J'avais soit mon mari avec moi, soit ma belle-sœur. Parfois, ma belle-sœur était même accompagnée de sa plus jeune fille qui a 2 ans actuellement. On n'a jamais eu de soucis, peut-être même si c'était après Covid. Par exemple, ma belle-sœur qui, elle, a eu, donc sa petite fille, c'est la dernière, pendant le Covid, devait venir toute seule. Elle n'a eu le droit à aucun accompagnant, ni même aucune visite pendant son séjour à la maternité. Alors je vous avoue que je ne me souviens pas exactement de quel jour, quelle échographie on a su le sexe du bébé. Personnellement, j'avais demandé au médecin de ne pas le dire. On avait prévu de faire un gender reveal avec mon mari. On voulait que ce soit écrit sur un papier. J'étais avec ma belle-sœur justement au rendez-vous, que ce soit elle qui le récupère, puisque c'était elle qui était chargée de nous préparer la surprise. Même si honnêtement on vous dit un garçon, ça se voit. Une fille, généralement, le médecin a besoin d'un autre rendez-vous pour confirmer que c'est bel et bien une fille. Moi, voilà, une chère, regarde, c'était bouclé, et puis même moi, il me semblait bien avoir vu à l'écho quelque chose. Mais c'est le jour de Tanabata, une fête au Japon, fête des étoiles, que nous avons décidé de faire ce gender reveal. Pour l'inscription à la clinique, c'est à peu près quand vous êtes dans votre 8e mois. On fait pas ça trop tôt ni trop tard. Personnellement, nous n'avons rien eu à payer à l'avance. Pendant cette inscription, on vous demande là encore le contact en cas d'urgence, où est-ce que vous habitez, combien de temps il vous faut pour venir à l'hôpital, et vous devez choisir aussi le choix de la chambre concrètement. Moi personnellement, j'ai pris
pris une chambre seule, vous avez des dortoirs où il y a 4 lits, donc vous pouvez être à 4 mamans en même temps. Alors effectivement, mon mari a raison, hein, ça peut être l'occasion de faire connaissance avec les femmes qui sont devenues mamans au même moment que vous, mais en sachant que moi ce n'est pas le genre de chambre que je prendrai. Personnellement, déjà je dors mal dans un endroit que je ne connais pas. Je dors encore moins bien s'il y a des gens autour de moi que je ne connais pas. Et puis je savais que ma mère et ma petite sœur étaient venues exprès, enfin elles avaient prévu de venir exprès pour la naissance. Donc si je voulais avoir des visites tranquilles, si je voulais passer des appels vidéo, je me suis dit, puis même par exemple regarder un film ou quoi, j'avais pas envie de faire attention à quelqu'un d'autre que mon bébé et moi, donc c'était une chambre seule pour moi. Les chambres seules, donc comme moi j'ai eu par exemple à l'hôpital d'Ikoma, c'est 6 000 yens par jour. Alors pourquoi j'ai choisi l'hôpital de ville d'Ikoma? Pour être plus précis, c'est mon mari qui l'a choisi. Puisque c'est un hôpital central, il y a tous les services et pour lui, s'il y avait quoi que ce soit, et bien au moins les médecins sont sur place. Donc c'était plus rassurant pour mon mari de savoir que je serais prise en charge sans avoir à changer d'hôpital s'il se passait quoi que ce soit. Sachez qu'il y a énormément de papiers à remplir, qu'on vous demandera un nombre incalculable de fois qui est votre contact d'urgence. Donc moi j'ai mis mon mari. Vous avez aussi une application pour enregistrer vos contractions au Japon. Je ne sais pas si un équivalent existe en France, mais voilà. Vous enregistrez quand vous avez une contraction, vous pouvez appuyer pour dire que ça s'est arrêté, puisque quand vous allez appeler l'hôpital pour savoir si vous devez y aller ou pas, on vous demandera, vous avez une contraction tous les combien, elle dure combien de temps, donc voilà. Et moi je sais que cette application, vous pouvez partager le lien en fait avec des personnes. Moi j'avais partagé le lien avec mon mari et ma belle-sœur, qui fait qu'ils dans le cas où j'enregistrais une contraction, ils recevaient la notification pour dire les contractions ont commencé. Même s'ils n'étaient pas avec moi à ce moment-là, vous pouvez recevoir l'information en fait. Donc vous devez vraiment penser à la personne que vous allez mettre en contact d'urgence, si elle peut se déplacer rapidement, venir rapidement vous chercher, comment vous allez faire. On vous demande, on vous dit surtout qu'il faut éviter de marcher voilà, vers la fin, qu'on vous met bien en garde, et l'hôpital vous donne aussi un petit, enfin moi en tout cas à Ikoma, un petit livre avec des QR codes à lire où ça vous explique de manière très basique quand les contractions arrivent, le temps qu'il faut compter et tout. C'est vraiment du approximatif, on est loin des cours de préparation à l'accouchement. Petit rappel, il n'y a pas de cours de préparation à l'accouchement au Japon comme il peut y en avoir en France, ce qui fait que moi j'ai dû beaucoup me renseigner toute seule. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai regardé énormément la maison des maternelles, j'ai vu pas mal de comptes Instagram pour préparer la naissance et j'ai aussi acheté des livres. Je savais pas si ça se faisait au Japon, ma belle-sœur ne connaissait pas trop, mon mari encore moins. J'ai cherché là encore sur internet, ça se fait de plus en plus au Japon, ça reste encore nouveau, mais voilà, ça commence un peu. Sachez que comme en France, il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas, tout dépend aussi de la maternité que vous avez choisie. Si vous voulez par exemple un accouchement dans l'eau, si la maternité que vous avez choisie n'a pas justement les équipements adaptés, ça va pas être possible. Par exemple, moi sur mon birth plan, j'ai écrit que je voulais attendre au maximum pour avoir la péridurale, qu'il y ait le pot à pot entre le papa et le bébé, que si mon mari s'en sentait capable, il puisse couper le cordon, qu'il n'y ait pas d'utilisation d'ustensiles comme forceps, ou que si jamais je n'étais pas en état ou que je ne comprenais pas ce qui m'était demandé, ce sera à mon mari de prendre la décision. Enfin voilà, j'ai mis plein de choses, chacun est libre de mettre ce qu'il veut sur son birth plan. Alors oui, moi j'ai demandé la péridurale. Mais ici, ce n'est pas évident. Dans l'hôpital où j'étais, il n'y a qu'un seul médecin qui peut la faire. En l'occurrence, il s'agissait du premier médecin qui m'avait suivi. C'est le seul qui l'a fait. Sachez qu'il faut remplir là encore un papier à l'avant pour dire que vous voulez la péridurale.
Et ensuite, il faut décider. Moi, j'avais dit que je voulais attendre donc au maximum pour voir si je pouvais gérer la douleur naturellement ou si vraiment c'était pas possible. Mais il s'avère que le médecin n'est pas toujours là, comme il est le seul à la faire. On vous fait comprendre que s'il n'est pas là, eh bien personne ne peut vous poser la péridurale. Donc, ce qu'il est possible de faire, c'est la préparation. En fait, on vous met en fait le tube dans le dos pour qu'il y ait juste le médicament à insérer plus tard. Donc j'ai accepté que ça se passe comme ça, qu'on me fasse la préparation à la péridurale, comme ça le moment venu, que je la veuille ou que je la veuille pas, finalement. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un d'un stéréotype que j'ai pu voir sur internet. Ce n'était pas mon cas, mais sachez que l'avortement n'est pas interdit au Japon. Moi, au début de ma grossesse, c'était pas mon cas, mais on m'a informé de la date jusqu'à laquelle je pouvais procéder à un avortement. Il est autorisé jusqu'à la 22e semaine, mais très souvent, il faut l'accord du partenaire. Moi, comme je n'ai pas cherché plus loin sur les démarches pour faire un avortement, je vous avoue que je ne sais pas si j'aurais dû, sûrement que si, remplir un papier, avoir la signature peut-être de mon conjoint, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire sur l'avortement, donc qui n'est pas interdit au Japon, mais puisqu'il y a un mais, il reste encore mal vu, surtout les anciens. J'ai une de mes anciennes collègues dans un hôtel où je travaillais qui a voulu avoir recours à l'avortement. Elle a fait une fausse couche vraiment quelques jours avant son rendez-vous pour l'avortement. Le médecin ou l'infirmière lui a dit bah vous avez ce que vous voulez. Donc voilà, ce n'est pas interdit, mais voilà. Ce genre de jugement existe encore. Je trouve qu'il est donc important d'en parler, même si ce n'est pas à moi de faire changer les mentalités au Japon. J'espère que cette vidéo vous aura aussi aidé à comprendre encore mieux comment se passe le suivi de grossesse au Japon. Si vous avez vécu quelque chose de différent ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez savoir comment s'est passé mon accouchement, séjour à la maternité et les premiers soins pour bébé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!